cher public ici à la maison Heinrich Heine à Paris et devant vos écrans. Chers intervenants, Madame Bonalume, Monsieur Daempoli, Monsieur Cuenca Navarrete, lieber Herr Krupa. En tant que directrice de la maison Heinrich Heine, j'ai le grand plaisir de vous accueillir ce soir pour une table ronde hybride qui porte sur les populismes en Europe. Cette soirée est organisée en coopération avec le Collège d'Espagne, et je salue notre collègue espagnol, et puis avec la Maison de l'Italie, représentée par son directeur, qui va parler après moi. Et nous sommes tous des maisons, comme vous savez, à la Cité internationale universitaire de Paris. Beaucoup de pays en Europe sont confrontés à la montée en puissance de mouvements de droite populistes. Plus qu'une droitisation de l'Europe, pourrait-on parler d'une droitisation du débat en Europe ? Les médias, les algorithmes, la radicalisation du discours public et les partis politiques d'extrême droite jouent un rôle primordial dans ce basculement des Européens vers les valeurs de la droite dure. Quelles sont les raisons de cette montée du populisme à l'échelle européenne et quelles seront les conséquences pour le spectre politique et pour la cohérence sociétale dans les différents pays d'Europe ? Nous allons donc surtout parler des populismes de droite, mais il serait important, je pense, de ne pas perdre de vue le populisme de gauche. Je pense que M. Krupa, correspondant de l'hebdomadaire Die Zeit à Paris, qui animera cette table ronde, y reviendra aussi pendant la soirée. Je laisse maintenant la parole à mon collègue Roberto Giacuna, directeur de la Maison d'Italie, qui a été à l'origine de cette soirée co-organisée et je le remercie très cordialement de cette belle initiative. Et Roberto, c'est à toi. Merci. C'est pas pour te corriger une petite chose. C'est mademoiselle Bonalume qui a été à l'origine, qui m'a contacté et j'ai tout de suite accepté la possibilité de faire cette table ronde. Donc, je remercie moi aussi la Maison d'Allemagne et notre collègue espagnol qui dira, je pense, 2 mots à la fin de la séance. Simplement pour dire que on est content d'avoir organisé ensemble cette conférence ce soir, cette table ronde, car le problème du populisme est un problème très important en Europe et non seulement en Europe désormais. Et ici, on sera focalisé surtout sur l'Europe, je pense. Et je tiens à remercier, particulièrement Anna Bonalume qui est là ce soir en tant que conférencière, qui vient d'écrire un livre qui a été publié chez Pauvert, chez Fayard la semaine dernière, elle est sortie. Elle a vécu 1 mois elle a suivi la campagne électorale de Matteo Salvini en Italie et donc elle a fait un livre très intéressant parce que finalement elle a réussi à aller dans les rouages du parti et petit et grand et donc elle a découvert comment le mouvement bouge et finalement le mouvement a eu un succès de bouger ainsi parce qu'il y avait un vide qui avait été laissé par quelqu'un. Donc un vide crée toujours une possibilité de quelqu'un de remplir. Il y a un proverbe italien qui dit que chaque vide, tôt ou tard, va être rempli. Et puis Giuliano Daempoli, qui est très connu en Italie et en France. En Italie, il est très connu parce que il a quand même été le conseiller de Matteo Renzi pendant quelque temps, et peut-être il nous dira un mot sur ça. Il est encore à présent le président d'un think tank italien qui s'appelle Volta, et puis il a écrit un livre lui aussi de succès parce que son livre est sorti déjà en 4 langues, me semble. Les ingénieurs du chaos, en France en 2019, en Italie ensuite, et puis en Espagne et en Portugal, me semble. Et donc, connaît très bien. En Allemagne aussi. Donc, tous deux livres que j'ai cités, ils sont disponibles à la sortie. Je pense que les auteurs seront contents de vous les dédicacer.
Et donc, nous écouterons ce soir, je pense, avec beaucoup d'attention et éventuellement, à la fin, s'il y aura le temps, on fera un petit peu de débat. Et donc, je passe la parole à notre... Pour donc, je ne connais pas très bien le doctorat espagnol, mais donc le doctorat espagnol est un jeune doctorant qui est actuellement à la Maison de l'Espagne, hein, mais qui a été résident à la Maison de l'Espagne. Bon. Et donc, qui étudie le problème. Donc, je pense qu'il ira parler de l'Espagne ou de l'Europe, même. Et donc, voilà. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose maintenant? Donc, alors, notre collègue va conclure la soirée après. D'accord. Parfait. Très bien. Bonne soirée. Alors, merci beaucoup. Bonjour de ma part aussi. Chère Madame Deusen, messieurs, merci beaucoup de votre accueil chaleureux. Pour moi, c'est la première fois que je suis ici et j'en suis très heureux. Mais maintenant, comme je ne vis à Paris et quand je ne vis en France, plus que depuis quelques mois, je vais continuer en allemand. Pardon. Wir sprechen über Populismus und das heißt, das steht Ihnen vor Augen, wir sprechen ehrlicherweise über kein neues Phänomen, sondern im Gegenteil, wir sprechen über ein Phänomen, was mindestens seit 30 Jahren in der europäischen Politik präsent ist, die europäische Politik mal mehr, mal weniger beschäftigt hat. In den 90er Jahren, das ist die Zeit, wo Silvio Berlusconi in Italien Premierminister zum ersten Mal wurde. Das ist die Zeit, wo in Österreich Jörg Haider die politische Szene aufgemischt hat. Das ist die Zeit, in der hier in Frankreich Jean-Marie Le Pen sozusagen Anlauf genommen hat für seinen ersten Erfolg dann 2002 bei den Präsidentschaftswahlen in der zweiten Runde. Also wir sprechen über kein neues Phänomen, aber wir sprechen über ein Phänomen, was Europa und die einzelnen Länder Europas seitdem immer noch beschäftigt und im Grunde genommen immer mehr beschäftigt hat über die vielen Jahre. Wobei die Frage, ob der Höhepunkt des Populismus erreicht ist, bevorsteht, möglicherweise schon überschritten ist. Ich denke, auf die Frage werden wir im Laufe der Diskussion zurückkommen. Wir sprechen hier in Paris in der Maison Heinrich Heine 2,5 Monate vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich. Eine Präsidentschaftswahl, die von heute aus gesehen von großer Unsicherheit behaftet ist. Viele Konstellationen sind denkbar. Das Einzige, was gewiss ist, dass ein großer Teil der Wahlauseinandersetzung auf der rechten Seite des politischen Spektrums spielt. Deswegen die Frage nach der Droitisation. Wir werden auf Frankreich immer wieder zurückkommen, aber bevor wir auf Frankreich zurückkommen, wollen wir uns ein bisschen in Europa umschauen und die Erfahrungen sammeln, die unsere Gäste gemacht haben und über die unsere Gäste sprechen können. Wir machen das ein kleines bisschen strukturiert, sozusagen in 1, 2, 3 Runden. Wir fangen an und wollen jedem der Gäste einmal die Chance geben, ein bisschen 5 Minuten, 6 Minuten im Gespräch mit mir die Situation in seinem Land, seine Erfahrungen, seine Perspektive zu schildern. Danach gehen wir hier oben in die Diskussion und am Schluss haben Sie die Möglichkeit, hier im Saal oder eben auch online Fragen zu stellen und sich zu beteiligen. Anna Bonalume, wir beginnen in Italien. Nicht nur, weil Sie die Idee, wie ich gerade gelernt habe, für die Diskussion hatten, sondern auch, weil Sie dieses interessante Buch geschrieben haben. Schon alleine aus journalistischen Gesichtspunkten ist die Idee, einen ganzen Monat mit Matteo Salvini zu verbringen. Erstens eine tolle Idee, aber zweitens auch, ich bewundere Sie. Ich frage jetzt nicht, was das mit Ihnen gemacht hat, einen Monat sozusagen auf den Spuren. Und Sie haben es geschrieben in Ihrem Buch, Sie haben ihn im Grunde genommen von morgens früh bis abends spät nicht aus den Augen gelassen. Sondern die Frage ist, wenn Sie es in einem relativ kurz sagen können, Sie haben ein ganzes Buch darüber geschrieben, aber relativ kurz sagen können, was ist das für ein Mensch, was haben Sie über ihn, über den Politiker, über den Populisten Salvini gelernt in der Zeit?
Bonsoir à tous. Merci d'être là et je voudrais d'abord remercier effectivement les deux directeurs, le directeur de la Maison de l'Italie, Roberto Giacone, et Madame de Seine, de la directrice de la Maison de l'Allemagne, ainsi que le directeur de la Maison de l'Espagne, pour cet accueil. Et donc, merci, Monsieur Giacone, pour avoir accepté cette proposition de rencontre autour du thème du populisme. Avant de peut-être répondre à votre question, je me présente un peu. Alors, je me présente. Alors, donc, moi, je travaille comme journaliste ici entre Paris et Milan, et pour l'hebdomadaire italien L'Espresso essentiellement, mais je collabore également avec Les Points et Les Échos week-end. Et j'ai été pensionnaire de la Maison de l'Italie il y a quelques années. Pendant mes études de philosophie, j'ai obtenu un doctorat en philosophie ici à Paris. Et donc, aujourd'hui, j'enseigne la philosophie à l'université. Donc, j'ai essayé de garder deux regards, deux positions différentes qui ne se croisent pas vraiment. C'est-à-dire qu'ils sont le métier de journaliste et la réflexion philosophique grâce à l'enseignement. Donc, ça, ça c'est ma formation, c'est les regards que je porte sur le monde, en fait. C'est à partir de cette perspective que j'ai eu l'idée donc de m'élancer dans ces voyages, dans cette aventure. Et donc j'ai passé ces mois avec Matteo Salvini et aussi avec les militants de la Ligue, donc du parti de la Ligue italienne, ainsi qu'avec les représentants du parti de la Ligue, l'ancienne Ligue et la nouvelle Ligue, comme on l'appelle dans le jargon, c'est-à-dire la Ligue fédéraliste, autonomiste, et la Ligue nationaliste aujourd'hui. Par rapport à la question, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai pu observer, qu'est-ce que ce voyage m'a appris. Alors, d'abord la méthode, c'est-à-dire ce n'était pas une immersion, j'étais pas cachée au sein de la Ligue, mais je me suis manifestée. J'ai demandé l'accord de pouvoir suivre le mouvement, enfin de pouvoir suivre le voyage de Matteo Salvini, d'être à ses côtés, de déjeuner avec lui, de passer du temps avec ses leaders depuis une dizaine d'années sur la scène politique italienne. Et pendant ce voyage, j'ai fait l'expérience. Ça a été un voyage assez dur pour moi, c'est-à-dire que physiquement, ça a été très dur, mais c'est que j'ai pu apprendre de l'attitude populiste. Ce sont différents aspects et je peux en évoquer quelques-uns. D'abord, il y a un aspect qui est souvent sous-estimé dans les analyses politiques, et c'est la valeur de l'erreur et du manque de stratégie. Ça paraît absolument bizarre, mais j'ai remarqué que malgré ces nombreuses erreurs et erreurs stratégiques, l'électorat garde une fidélité impressionnante à l'égard de Matteo Salvini. Je me souviens parfaitement que pendant la campagne en Emilia-Romagna, Matteo Salvini a fait l'une des plus grandes erreurs de campagne. J'étais présente. Il est allé sonner chez un jeune Tunisien
en lui demandant s'il avait de la drogue, parce qu'il avait entendu dire de plusieurs personnes, de citoyens, que cette personne était un dealer. Cette séquence a été vécue par l'opinion publique, par ses alliés même, par ses opposants, comme une séquence de squadristes, de SS. Vous voyez, et donc il a été vécu comme quelqu'un qui allait frapper à la porte d'une personne, d'un citoyen qui n'est pas suspecté, qui n'est pas considéré tel un criminel. Et il avait bien évidemment prononcé le nom et le prénom de la personne face aux caméras. Et ceci a été considéré l'une des plus grandes erreurs de campagne, et ce qui probablement ce qui sûrement ne l'a pas favorisé dans la campagne. Mais malgré tout, Matteo Salvini, et ça c'est la deuxième erreur que j'ai remarquée, mais la première erreur, ça a été celle de quitter le gouvernement de manière complètement abrupte. Et c'est-à-dire, il était au pouvoir jusqu'en 2019, et à un moment donné, puisqu'il n'était pas en accord avec ses alliés, il a quitté le gouvernement, il a fait tomber le gouvernement. Et là, il s'est retrouvé en pensant de pouvoir, démarrer de nouvelles élections et revenir au pouvoir plus fort, avec un nouveau consensus. Et malgré toutes ces erreurs, pour le consensus, il a diminué pendant la pandémie, mais malgré tout, la Ligue aujourd'hui est donnée à le 20% de préférence. Et ça m'a fait penser à Éric Zemmour, notamment, parce que tout récemment, ce n'est pas une anecdote, c'est-à-dire que tout récemment, Éric Zemmour, il s'est montré dans un salon le salon de la Défense, et il a pointé une arme contre un journaliste. C'est un geste, c'est une erreur stratégique très importante. Et malgré tout, ça c'est une erreur en France, évidemment, où en France, il y a eu Charlie Hebdo, où des terroristes ont tué des journalistes. Donc, ils ont pointé une arme contre des journalistes. Et dans la mémoire collective, le fait de voir quelqu'un qui pointe une arme contre un journaliste, c'est sûrement pas une bonne stratégie adoptée pour trouver du consensus. Ça, c'est clair. Donc, il y a, en fait, j'ai retrouvé lors de mon périple à côté de Matteo Salvini, en fait, il y a des erreurs que nous pourrions penser être des erreurs stratégiques importantes, mais malgré tout, ils nourrissent leur personnalité, J'ai interrogé les gens par rapport à ces erreurs. J'ai demandé, mais est-ce que vous n'avez pas trouvé que c'était une erreur ou très, très maladroit? Ils m'ont dit, mais probablement cette personne, Matteo Salvini, est authentique. Il est pur. C'est-à-dire, il commet des erreurs, donc probablement il n'est pas en train de nous contourner, de faire comme les élites qui ont le pouvoir de la parole, de la rhétorique, de la culture, et donc qui nous détournent. Et donc ça m'a intéressé, ça m'a frappé. Ja, vielen Dank. Das ist, glaube ich, schon eine der ganz zentralen Beobachtungen. Fehler werden Populisten verziehen, oder Fehler können Populisten teilweise nicht schaden. Ich meine, wir haben dasselbe Phänomen bei Trump häufig gesehen, mit Dingen, wo man dachte, das geht jetzt gar nicht mehr oder das schadet ihm massiv. Es hat ihm dann lange Zeit jedenfalls nicht geschadet. Einmal nochmal zur Situation in Italien. In gewisser Weise, ich habe vorhin schon die 90er Jahre erwähnt, und Berlusconi ist ja in gewisser Weise ein Role Model in vieler Hinsicht für den Populismus in Europa gewesen. Können Sie ein kleines bisschen sagen, was unterscheidet die Figur Salvini von einem Vorgänger wie Berlusconi, aber möglicherweise auch, wo ist er eine Fortsetzung sozusagen? Was ist das Gemeinsame?
Oui, alors moi j'ai vraiment vécu les années Berlusconi. J'étais toute petite et je me souviens à l'époque, les chaînes télévisées Mediaset diffusaient des émissions qui sont devenues très très connues, qui sont devenues vraiment un élément culturel partagé par plusieurs, par la génération des millénials italiens, disons. Donc, il a eu un énorme pouvoir. Et en termes, la différence entre les deux, alors, il y a d'abord un point commun, en commun, c'est-à-dire que les deux ont opéré une révolution d'un point de vue politique en Italie, et une révolution qu'on pourrait définir populiste, toujours d'un point de vue politique, comme une révolution politique, on peut l'appeler une révolution populiste, c'est-à-dire que Silvio Berlusconi a compris la valeur de la privatisation des chaînes télévisées à l'époque, et la valeur du moyen télévisé. Et donc, il a compris immédiatement l'importance des médias pour l'affirmation du consensus. Et il a compris que la télé avait un avenir important. Et ça, c'était son intuition qui a payé en termes électoraux. Et par rapport Salvini a compris qu'il fallait exploiter les réseaux sociaux. Il a été l'un des précurseurs, un précurseur par rapport aux réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il a été l'un des premiers hommes politiques italiens à exploiter les liens entre les réseaux sociaux et la télévision. C'est-à-dire que il avait compris, ça a été l'un des premiers qui s'est présenté aux émissions télévisées. Il était invité, il avait une tablette. Et pendant l'émission, il répondait aux usagers, en fait, aux personnes qui lui écrivaient, mais est-ce que vous êtes fort ou bien, mais on voudrait que vous devrez souligner ça et tout ça. Et donc il a compris le pouvoir médiatique des réseaux sociaux et les liens avec la télévision. Et ensuite, il a compris aussi la valeur de la présence sur les territoires, le mix nécessaire entre le fait d'être sur les territoires sur les réseaux sociaux, au même temps, toujours, de manière perpétuelle, dans un mouvement perpétuel. Donc les deux ont exploité les médias pour affirmer leur consensus, mais les deux ils ont passé un message très différent. Berlusconi a fait passer a gagné grâce à ces messages. Vous pouvez, vous, le peuple, vous pouvez devenir comme moi. Vous pouvez avoir du succès, de l'argent, des femmes. Ça peut vous arriver. Si vous allez voter pour moi, je vous promets un avenir heureux. Matteo Salvini dit, vous devez voter pour moi parce que moi, je suis l'un de vous. Je suis quelqu'un du peuple. Je suis une personne... vous ne devez pas viser à moi comme un modèle de succès, mais moi, je viens vers vous. Silvio Berlusconi était un entrepreneur. Matteo Salvini a été toujours n'a pas travaillé vraiment. Il a été journaliste pendant quelques années. Non, pas que. Bien sûr. Mais donc les deux, ils ont deux parcours très différents. L'autre était un entrepreneur et à succès. Il a montré. Il a passé un message tout complètement différent par rapport à celui de Matteo Salvini, qui était c'est évident au moment où on se retrouve à côté de lui pendant le rituel du selfie. Les personnes se rapprochent de lui comme presque pour absorber un peu du succès de la personne ordinaire. C'est-à-dire, je vais être à côté de toi. Toi, t'es comme moi, t'as pas de diplôme. Ça arrive souvent, qu'il y a cette proximité. Tu n'as pas eu de reconnaissance particulière dans la société, et pourtant, tu as réussi. Tu fais pas partie des élites comme moi, et pourtant, tu as réussi. Donc, viens à côté de moi. Peut-être un peu de ton succès va
va se transférer, parce que c'est assez mystérieux le rituel du selfie, on pourra en parler. Ja, merci. Erik Zemmour ist auch Journalist. Fällt einem natürlich sofort auf und ein. Vielleicht ist das eine Unterkategorie, warum Journalisten für erfolgreiche Populisten sein können. Si je peux ajouter, Jean-Luc Mélenchon aussi est un journaliste et Boris Johnson est un journaliste. Jetzt können wir den Abzweig nehmen und über Journalismus und Populismus sprechen, aber erstmal nehmen wir das als Beobachtung, die interessant ist. Wir gehen den Schritt von Italien weiter nach Westen, nach Spanien und freuen uns, Arsenio Cuenca Navarrete bei uns zu haben. Wenn Sie mögen, sagen Sie gerne auch noch 2, 3 Sätze am Anfang über Ihre eigene Perspektive, sozusagen über den Blickwinkel, so wie es Anna Bonaluma auch gemacht hat. Ja, vielleicht mögen Sie kurz erst einführen. Bonsoir, vous m'entendez bien? Je tiens à remercier pour votre chaleureuse présentation au Collège d'Espagne pour l'invitation et la Maison d'Allemagne pour organiser cet événement. Juste pour rebondir rapidement sur la dernière intervention, c'est très parlant de voir comment ces leaders populistes, Berlusconi d'un côté, c'est pas pour rien qu'on parle de télépopulisme, c'est après lui qu'on a conçu cette nomenclature. Et par curiosité, le premier parti politique ici en France qui s'est introduit dans le monde numérique avec son propre site web, c'était le Front National de Jean-Marie Le Pen. Parce que ça répond à la logique populiste de créer cette chaîne entre le peuple et les leaders populistes, sans le filtre forcément des médias. Dans le cas de Berlusconi, c'était plus facile parce que c'était eux le propriétaire des médias. Voilà, non mais je voulais juste faire le petit commentaire, c'est un sujet qui me passionne. Ok, donc je vais parler du cas espagnol. J'ai vraiment, parce que, on n'est pas ici pour donner un cours sur le populisme dans nos respectifs pays, mais donc je vais commencer par expliquer le cas du parti populiste de droite ou même d'extrême droite par excellence auquel on fait face aujourd'hui en Espagne et en Europe, qui est Vox. Mais il y a des précédents des partis qu'on peut qualifier de populistes. C'est pas moi qui le dis, il y a des papiers, des auteurs qui en parlent beaucoup, comme c'est les cas de l'UPyD, des Ciudadanos, qui c'est aussi des partis avec une composante transversale, ce qui n'est pas le cas de Vox, mais qui ont un discours assez nationaliste, assez jacobin, surtout très, très centraliste. Voilà, donc si au moment des questions, vous voulez vous intéresser, je serais ravi d'y répondre. Donc, parlant un peu du populisme en Espagne, et pour ensuite arriver à Vox, il faut savoir que le populisme en Espagne, c'est conjugué avec, bien sûr, le processus et tendances qui concernent la société globale et européenne, un ordre post-traditionnel et globalisé. L'épuisement transitoire du clivage idéologique gauche-droite. Il y a de nouveaux clivages qui s'imposent, comme le clivage entre nouvelle politique et vieille politique, ou le clivage par excellence du populisme qui est l'élite contre le peuple. Et c'est surtout un programme qui porte sur... c'est un programme des valeurs, c'est un programme moral. C'est pas forcément une idéologie qui porte l'initiative des partis populistes en Espagne. Et là, je parle de tous, Podemos y inclus.
Et encore une fois, les médias de masse, l'internet, les réseaux sociaux, qui vont créer cette chaîne qui va éviter de dialoguer avec les interlocuteurs sociaux pour créer cette chaîne directe entre le parti et le masse. Ça, c'est la tendance globale. Mais si on parle d'Espagne, faut vraiment prendre en compte, le rôle des rapports de force régionaux, des régions en Espagne. Je parle notamment du Pays Basque et de la Catalogne, et les nationalismes espagnols. Et comment ces rapports de force c'est construit autour de l'idée du populisme et surtout du programme de l'extrême droite de Vox en Espagne. Parce que quand on parle de populisme en Espagne, d'ailleurs, on pense notamment à Podemos. On pense pas forcément à Vox. Vox, c'est au moins dans les traitements des médias, même dans l'académie et dans le milieu politique, on parle d'un parti d'extrême droite. Dans le programme, et là je cite un chercheur que j'apprécie beaucoup sur l'extrême droite espagnole d'ailleurs, lui il utilise le concept d'intégrisme nationaliste pour parler du programme de Vox. Qu'est-ce que c'est l'intégrisme nationaliste d'après lui? C'est les typiques ni gauche ni droite, mais dans l'Espagne coloniale de la fin du 19e siècle. Il faut faire un petit retour au moment de la sécession de la Cuba coloniale, où il y avait un mouvement, un irrédentisme politique de la part des nationalistes espagnols, qui d'ailleurs se présentaient eux-mêmes ni conservateurs ni libéraux, qui vont refuser de perdre l'empire colonial, dans ce cas précis l'île de Cuba. Et voilà, c'est Vox qui ramène cet intégrisme nationaliste au mainstream politique. Pour faire un peu l'historique de ce parti, c'est un parti qui est fondé en 2013, qui est en fait une escission du parti fourre-tout conservateur espagnol, le Parti populaire. C'est un secteur mécontent, d'ailleurs, avec l'approche tiède du gouvernement de Mariano Rajoy vis-à-vis des gouvernements régionaux. Encore une fois, le gouvernement du Pays Basque et de la Catalogne. C'est surtout son président aujourd'hui, Santiago Abascal, qui a fait il est plus charismatique que son fondateur, Alejo Vidal Quadras, qui en gros avait plus un profil c'était pas un polémiste, c'était pas un homme qui avait un background très ni philosophique c'était juste un politicien. C'est Abascal qui va ramener le parti à la première ligne de la vie parlementaire. Pour dire juste 2-3 mots d'Abascal, c'est pas un politicien anodin, dans le sens où il vient d'une famille assez engagée en politique en Espagne. C'est le petit-fils d'un maire franquiste et le fils d'un militant historique de l'Alliance populaire, le parti prédécesseur du Parti populaire. Et il est marqué depuis son enfance par le terrorisme basque.
faut dire que sa famille a été menacée de mort et même qu'il a subi un attentat dans un magasin de sa famille de l'organisation ETA. Alors, au moment de la fondation de Vox, il était proche des certains politiciens du Parti populaire qui vont s'éloigner un peu de l'idéologie plus libérale, plus modérée des conservateurs espagnols. C'est des vrais traditionalistes catholiques qui d'ailleurs aujourd'hui se sont éloignés de la politique pour mener une sorte de combat culturel ailleurs, dans des think tanks, dans des lobbies ultra-catholiques. C'est Jaime Mayor Oreja, qui a été d'ailleurs ministre sous le gouvernement de Rajoy, et María San Gil. Parlant du socle philosophique et idéologique de Vox, faut parler de la fondation qu'il a menée à partir de 2006, qui s'appelle la Fondation pour la défense de la nation espagnole, Fondation DENAES, qui a été un point de rencontre des penseurs, journalistes, auteurs autour de ces nationalismes intégral. DENAES, notamment, a reproduit la pensée d'un philosophe irrédentiste qui s'appelle Gustavo Bueno, qui a publié avant de mourir avec Abascal un livre qui s'appelle En defensa de España, défendre Espagne, qui témoigne en fait d'une conception organiciste de la nation espagnole, pour ceux qui connaissent, proche à La Terre et les Morts des Maurice Barrès, ici en France. Je me permets de citer juste un tout petit passage. La nación no solo designa al pueblo que vive en ella, sino también a los muertos que la constituyeron. La nation ne désigne que le peuple qui y habite, mais aussi aux morts qui l'ont constitué. Donc, cette dimension organiciste de la nation, comme une entité biologique qui a des membres et qui peut être démembrée par le mouvement séparatiste, indépendantiste du Pays Basque et de la Catalogne, est très présente dans le programme politique de Vox aujourd'hui. Pardon. Oui, bien sûr. Um ein bisschen in den Dialog zu kommen, weil Sie haben zwei sehr wichtige und interessante Sachen gesagt, auf zwei wichtige und interessante Sachen hingewiesen. Das eine ist, Sie sagen, Vox wird gar nicht als populistische Partei verstanden in Spanien, sondern der Populismus wird links konnotiert, nach wie vor mit Podemos. Das wirft natürlich für unsere Diskussion schon die Frage auf, was meinen wir, wenn wir vom Populismus sprechen? Meinen wir eine Methode, meinen wir eine politische Richtung oder meinen wir eigentlich etwas anderes? Meinen wir, sprechen wir über Rechtspopulismus, über Linkspopulismus? Macht diese Unterscheidung Sinn? Und wenn ich Sie richtig verstehe, um das noch einmal nachzufragen, dann ist Vox mehr, also eigentlich direkter müsste man sagen, eine nationalistische Partei als eine populistische Partei. Ja. En fait, c'est très difficile d'établir une comparaison ferme entre qu'est-ce qu'est le populisme et qu'est-ce qu'est le nationalisme, à mon avis. Bien sûr, on peut parler de Vox comme un parti populiste dans le sens de Taguieff, où on parle d'un parti national-populiste ou même d'un populisme nativiste. Mais encore une fois, je pense que ces catégories se rapprochent plus aux partis politiques, aux partis populistes de l'Europe de l'Ouest et même peut-être de l'Europe de l'Est. Mais encore une fois, je pense que le cas de Vox est particulier. Mais enfin, je tends à l'exagération pour dire que exactement le mot populisme crée autant de controverses, autant de débats qu'il vaut mieux ne pas mêler les choses. Wir werden nicht alle Begrifflichkeiten oder alle Streitereien
hier heute Abend lösen können, aber wir müssen sie, glaube ich, thematisieren an der Stelle. Ein zweiter Punkt, auf den werden wir zurückkommen, ist die Frage, man hat mit der Partido Popular in Spanien eine schon nach europäischen Maßstäben sehr konservative Partei. Wo verläuft eigentlich die Trennlinie? Also was ist eigentlich die Lücke, die die Partido Popular gelassen hat, dass sich rechts von ihr noch eine weitere Partei etablieren konnte? Die Trennlinie zwischen der radikalen, harten, nationalistischen Rechten und der traditionellen konservativen Rechten. Ich glaube, wir kommen darauf zurück. Bevor wir darauf zurückkommen, machen wir die Runde. Ça ne marche pas? Ça marche pas très bien, mais je vous comprends Okay. plus ou moins. Je ne sais pas si je devrais enlever mon casque et essayer de... Si vous parlez lentement et simplement, je vous comprends. Merci. Wir kommen einmal kurz nach Italien zurück, um dann aber den Blick zu weiten und ein bisschen in die Phänomenologie zu gehen. Giuliano da Empoli, Sie haben die doppelte Erfahrung in der Politik als Berater von Matteo Renzi, das ist gesagt worden, und eben als Analytiker, als Essayist, als Autor. Einmal bei Matteo Renzi nachgefragt, weil wir gerade schon gesagt haben, der Populismus ist nicht per se rechts. Auch Matteo Renzi ist zu großen Teilen als Populist beschrieben worden. Würden Sie das gelten lassen? Ist Renzi Populist? Très bonne question, merci. Bon, d'abord, merci pour cette invitation. En effet, les Italiens sont souvent surreprésentés dans les débats sur le populisme. C'est une question comme ça. J'ai remarqué statistiquement que ça se passe comme ça, parce que c'est vrai que nous sommes depuis 30 ans à présent un laboratoire. Moi, j'ai l'habitude de dire que nous sommes un peu le Silicon Valley du populisme. Vraiment, on étudie un peu toutes les innovations, les formules, les choses. Et donc, voilà, c'est naturel qu'il y ait beaucoup d'Italiens. Donc, dans le cadre de cette expérimentation très large sur le populisme qui est en cours en Italie sur une échelle réelle de 60 millions d'habitants depuis 30 ans, c'est vrai que l'expérience de Renzi a été sous certains aspects une forme de populisme. À l'époque, nous en étions conscients. Moi, j'ai écrit là-dessus. C'est-à-dire que l'idée, à la base, était que dans une société qui était parcourue par un tel niveau de défiance, de colère, d'insatisfaction et de manque de confiance par rapport aux élites politiques, à l'establishment politique de façon particulière, ce qu'il fallait faire, c'était un peu le pari conscient, inconscient de Renzi. Je dis pas qu'il a programmé ça de façon comme ça, en écrivant son plan. Il y avait beaucoup d'instinct là aussi. Renzi, comme Salvini était et est toujours un animal politique avant toute autre chose. Mais l'idée, c'était que cette colère et cette rage, c'est une énergie aussi. Et c'est une énergie de changement. C'est une énergie d'insatisfaction par rapport au statu quo, à ce qui existe, à ce qui est là. Et donc, c'est une énergie qui très souvent, justement, et surtout au cours des dernières années, a été interceptée par des mouvements nationaux populistes. On parle de ce soir en particulier de la droite nationaliste populiste très présente partout. En Italie, justement, il y a eu plusieurs manifestations de ça sous des formes différentes. Alors l'idée, c'était que on pouvait peut-être intercepter cette colère et cette énergie
que la seule façon de le faire, c'était de le faire en adoptant effectivement un style populiste. Je dirais que Renzi avait, de façon naturelle, encore une fois, parce qu'il avait dans lui-même ce sentiment anti-establishment, c'était un outsider de la politique d'une certaine façon. Il a, avant de s'en prendre au système en général, c'est quelqu'un qui a fait la subversion et la révolution dans son propre parti, contre ses élites, comme l'ont fait des leaders populistes, effectivement, dans d'autres partis, de Trump aux États-Unis, qui a commencé par combattre les élites républicaines, à Boris Johnson, d'une certaine façon, qui a trahi Cameron et a fait l'opération du Brexit, etc. Donc il y avait ça, et il y avait ce style, et donc en effet Renzi était connu au début pour cette bataille contre les vieilles élites politiques, une bataille de génération, et puis il a continué à avoir un style qui était toujours d'une certaine façon qu'on peut définir populiste, très direct, en bypassant toutes les intermédiations, en tweetant directement, voilà, en étant très rapide dans l'utilisation des réseaux sociaux et tout ça. Mais, et là, je crois quand même que c'était l'élément décisif, et du moins c'est la raison pour laquelle moi j'ai travaillé avec lui pendant longtemps, cette énergie-là, il la récupérait pour un agenda politique qui n'était pas un agenda national populiste, qui était un agenda qui allait dans le sens de l'ouverture, qui allait dans le sens de la tolérance, qui allait dans le sens de l'Europe, de façon critique, mais quand même avec un engagement européen qui était sans aucun doute, même presque, il parlait souvent de fédéralisme européen, etc. Et donc il était critique avec les dirigeants européens parce qu'ils étaient trop timides, non pas parce que l'Europe nous fait du mal, enfin, ce n'était pas du tout une approche nationaliste. Et donc, je crois que la tentative intéressante, c'était justement de reprendre, et si on regarde bien, vu qu'il faut qu'on parle de la France un peu de temps en temps aussi, comme vous le disiez au début, c'est une opération que de façon différente a fait Macron aussi en 2017. Il y a une composante populiste dans la campagne, dans tout le parcours et la campagne, et même après certaines attitudes de gouvernement de Macron, président. C'est quelqu'un qui joue sur le dégagisme, sur l'inadéquation des vieux partis et des vieilles élites, sur son potentiel de rupture, après il a un côté très establishment aussi, mais il a joué longtemps sur ce côté de rupture et sur un style presque populiste. D'ailleurs, il y a des initiatives même récentes qu'il a prises. Ça va de l'abolition de l'ENA, si on veut, à des éléments de style comme la dernière interview sur l'emmerder les non-vaccinés. Il y a toujours dans lui quand même la tentative de récupérer et d'intercepter aussi un peu d'énergie de transgression qui va dans une direction de rupture. Donc Renzi, c'était ça. Après, et justement, je vais m'arrêter là parce que il faut qu'on discute ensemble, le grand après-coup, après ce qui s'est passé. Donc, ce qui s'est passé en Italie, c'est que l'expérience Renzi a réussi pendant un moment. En Italie, ça dure jamais très longtemps. Pour les paramètres italiens, presque 3 ans de gouvernement, c'est pas mal. C'est un des 10 gouvernements les plus longs de l'histoire de la République italienne. Non, donc, je veux dire, il faut toujours voir un peu les paramètres, tout est relatif. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça s'est brisé. D'abord face à un référendum qu'il avait lui-même convoqué, et puis surtout face aux élections de 2018 qui ont donné là du coup un raz-de-marée national populiste. Là, il y a eu le mouvement 5 étoiles dont on
inutile qu'on discute aujourd'hui, mais qui était un mouvement en ce moment qui devenait très fortement national-populiste et qui s'est trouvé d'ailleurs de façon assez naturelle à être après l'allié de la Ligue, qui aussi a fait une percée importante aux élections en 2018. Alors, après cette expérience-là, c'est vrai que je pense que certains d'entre nous se sont posé la question, et moi je me la pose toujours, je n'ai pas vraiment de réponse sur ça. Est-ce que adopter un style populiste, ou en partie populiste, pour combattre le populisme, est-ce que c'est quelque chose qui est efficace ? Ça l'a été pendant une phase, et ça peut l'être dans certains moments. Ou est-ce que c'est quelque chose qui finalement, à la fin, finit par renforcer, si on veut, l'hégémonie culturelle ou disons le frame des mouvements nationaux populistes? Je n'ai pas vraiment de réponse, mais je crois que c'est une question fondamentale aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment deux façons aujourd'hui d'imaginer, de confronter les mouvements nationaux populistes. Soit on est dans une posture qui est la posture aujourd'hui dominante. C'est, disons, Biden a une posture, bon, après, il a des éléments lui aussi, mais quand même, il est dans un discours comme ça, un peu presque de retour à un ancien style, même de façon générationnelle, non, ça lui vient naturel. En Allemagne, vous avez été très bon dans circonscrire, disons, les tons et même justement la façon dont on présente le débat, avec une approche très rigoureuse, etc. Et aujourd'hui, en Italie, il y a Draghi, qui est lui aussi quelqu'un qui ne fait aucune concession au style populiste, et donc qui a tendance plutôt à essayer de calmer, de prendre le temps, de sortir du frame, justement, la parole anglaise est vilaine, les Français ont sûrement inventé un terme substitutif, mais il ne me vient pas à l'esprit en ce moment, le cadre, voilà, oui, c'est simple. Donc du cadre populiste, mais c'est fragile, parce que l'expérience Biden, on voit qu'elle est très fragile, l'expérience Draghi en Italie est très fragile, bon, Scholz, l'Allemagne, c'est différent, mais quand même, on voit que c'est fragile. Et où est-ce que l'approche un peu plus Renzi-Macron, à mon avis, justement, Macron est un peu entre les deux, donc en reprenant quand même quelques composantes de style populiste, est plus efficace? Je ne sais pas. C'est un débat. Ja, kann man Populismus mit Populismus bekämpfen? Wahrscheinlich eine der zentralen Fragen. Und man könnte, wenn man in Europa umguckt, man könnte das österreichische Beispiel anfügen. Man hat eine starke FPÖ, populistische Partei, gehabt oder hat sie nach wie vor. Und Sebastian Kurz, in der Zeit, in der er erfolgreich war, hat sozusagen mit Feuer Feuer gelöscht, wenn man das so sagen will. Über die deutsche Situation, weil Sie angesprochen haben, vielleicht können wir nachher kurz gemeinsam drauf gucken, weil wir uns ja selber immer fragen, sind wir irgendwie in gewisser Weise eine Ausnahme mit einer zwar auch populistischen oder jedenfalls radikal rechten Partei, die aber eben doch relativ eingehegt bleibt. Bevor wir gehen, ich muss eine Nachfrage noch stellen. Sie haben die Brücke nach Frankreich schon gebaut. Trotzdem in dem Buch, was angesprochen ist, was Sie geschrieben haben über die Ingenieure des Chaos, da haben Sie die schöne Formulierung des Populismus als Union de la colère et des algorithmes. Über den Colère haben Sie gesprochen. Was ist der Part des Algorithmus im Populismus? Oui, je pense que les algorithmes, effectivement, jouent un rôle. Et on a bien vu que pratiquement tous ces mouvements ont été des très early adopters, non? Ils ont été très tôt sur la frontière du numérique, aussi parce qu'ils considéraient
avec l'exception possible de Berlusconi, mais c'est une autre époque. Que les médias traditionnels n'étaient pas de leur côté, qu'ils faisaient bloc par rapport à eux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les médias, le mainstream media est un des grands objectifs, disons, polémiques aussi de presque tous les mouvements populistes un peu partout. Trump commençait ses meetings, tous les meetings de campagne en 2016 en disant « Don't trust the media », ne croyez pas ce qu'ils vous racontent. Et c'était le début de chaque meeting. Après, il racontait son histoire. Mais le départ, c'est il faut se absolument décrocher de l'information traditionnelle. Il y a plusieurs façons, à mon avis, dont les nouveaux médias entrent en scène. Dans les ingénieurs du chaos, moi, justement, j'ai appelé ingénieurs du chaos des sujets, des entrepreneurs politiques, d'une certaine façon, soit des leaders, soit des spin doctors, des gens qui travaillent pour des leaders populistes ou nationaux populistes. Ce sont des gens qui ont un peu adopté le mode opératoire des grandes plateformes Internet. C'est pas simplement qu'ils les utilisent, c'est qu'ils ont adopté leur mode opératoire. Et pour aller très vite, quel est le critère de base qui est à la base du fonctionnement des plateformes Internet? Un seul critère, hein, si vous travaillez pour Facebook, pour YouTube, pour qui vous voulez, pour Twitter, etc., l'engagement. Non, le seul paramètre qui compte, c'est avoir du public et de chaque personne du public un engagement, donc le plus de temps possible passé sur la plateforme et le plus de réactions et d'interactions possibles. Et de ce point de vue-là, pour obtenir cet objectif, les plateformes sont évidemment complètement neutres en termes de contenu. Non, elles ne sont pas spécialement ni de droite ni de gauche, n'ont pas d'agenda idéologique, elles ne sont pas pro-conspiration, anti-conspiration, mais simplement, elles renvoient aux gens, et avec des données très précises, évidemment, et de plus en plus individualisées ce qu'ils désirent, et tout en ayant remarqué que certains contenus provoquent plus de réactions que d'autres. Non? Donc, il y a énormément d'expériences qui ont prouvé ça. Si vous cherchez des informations sur la Lune, vous allez recevoir 10 suggestions. De ces 10 suggestions, 8 vont être des informations anodines sur la Lune et 2 vont être des théories très, 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 très bizarres sur la Lune. Si par hasard vous cliquez sur ça, après là, du coup, vous avez 9 théories absurdes sur la Lune et une information normale, et vous entrez un peu dans ce trou-là. Les nouveaux leaders et mouvements nationaux populistes, non seulement ils exploitent ces dynamiques-là, qui effectivement ont tendance à créer une dynamique comme ça, centrifuge de polarisation, mais ils sont indifférents eux-mêmes à la cohérence de leurs propos. Hein? C'est pour ça un peu les erreurs dont parlait Anna ou des choses. Ce qui intéresse les nouveaux, et c'est la différence avec les anciens mouvements même d'extrême droite, non, qui avaient une plateforme avec une idéologie et quelque chose. Là, c'est beaucoup plus flou. Hein? La Ligue de Salvini par rapport à la Ligue de Bossi, ça Anna le raconte bien dans le livre. La Ligue de Bossi, c'est un truc finalement assez cohérent, hein? Parce que bon, c'est un parti régional avec une certaine cohérence. Que fait Salvini? Très inspiré en Italie par le mouvement 5 étoiles, qui a été le pionnier de ça et le paradigme absolu de ça, parce que le mouvement 5 étoiles, c'est aucun contenu que
de l'engagement inflammatoire par rapport à ce que nous recevons. D'ailleurs, théorisé. Nous n'avons pas d'opinion. Hein, nous sommes, parce que la démocratie représentative est dépassée, on va vers la démocratie électronique, nous sommes simplement vos porte-voix. Mais quand même, là aussi, en essayant d'avoir de plus en plus d'engagement. Et beaucoup de ces mouvements-là sont comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire, ils sont moins regardez Trump. Ils sont moins dans la cohérence. Ils peuvent se contredire d'un jour à l'autre. Ils peuvent gaffer. Ils peuvent faire un. Ils se préoccupent pas tellement de la vision d'ensemble, mais plutôt de l'engagement systématique et d'enflammer le plus possible leur auditoire. En plus, et j'ai terminé, en faisant de la segmentation qui est aujourd'hui possible. Donc, la campagne du Brexit, par exemple, c'est beaucoup ça. Hein. C'est on cible, on enflamme, on cible, on voit ce qui intéresse des groupes et on leur dit ce qui va les enrager. Alors, les supporters des animaux, on leur dit l'Europe protège mal les animaux. Nous, en Grande-Bretagne, on a une tradition de protection des animaux qui est extraordinaire, etc. Il faut sortir de l'Europe. Et les chasseurs, on leur dit l'Europe protège trop les animaux, vous allez plus pouvoir chasser le renard le dimanche, etc. Il faut sortir de l'Europe. Et ça, ils ont pu le faire grâce à des données. Alors, c'est pas l'explication, hein, il y a énormément d'explications plus larges pour le succès de ces mouvements, mais à la marge, ça peut faire la différence. Die Frage steht im Raum, braucht der Populismus ein Programm oder lebt er gerade davon, dass er kein Programm hat, sondern eben Widersprüche und das Fluide aushält? Braucht der Populismus ein Programm? Hat Salvini ein Programm? Moi, après avoir vécu à ses côtés, avoir étudié le phénomène, je pense que, en fait, Matteo Salvini n'a pas d'ADN, essentiellement. N'a pas d'ADN. Il peut être communiste, fasciste, populiste, tout, nationaliste. Il peut être tout et rien en même temps. Enfin, c'est-à-dire, donc rien. Il peut être tout, donc il peut être rien. C'est-à-dire, moi, je l'ai vécu lorsque je le suivais pendant ces meetings, et il est un caméléon. Il peut aller dans une ville considérée de gauche, il peut être à Bologne, par exemple, ou dans un petit village qui vote Parti démocrate historiquement, et il, par exemple, il fait ça, mais physiquement, il assume des comportements qu'il considère être de gauche. Par exemple, il porte, des attitudes. Il porte un col roulé clair, des lunettes. Il porte même des lunettes, même s'il n'en a pas besoin, en fait, parce qu'il veut montrer d'être il peut être un intellectuel aussi. Il peut être un intellectuel. Donc, en fait, il change complètement sa manière de s'habiller. Il est devenu très connu pour ça, d'ailleurs. Il va à la rencontre de carabinieri, des gendarmes, et il porte un t-shirt avec un slogan carabinieri. Enfin, donc, il peut être tout. Il peut devenir tout. Et il y a une sorte de bouffe-tout, en fait. Et c'est ça qui lui permet aussi d'avoir retrouver du consensus. C'est-à-dire qu'il va dans chaque ville, dans chaque région, il modifie le discours, il modifie ses vêtements, et donc ça lui permet. Mais pour revenir à la question qui a été évoquée par Giuliano, qui est très intéressante, est-ce qu'il faut adopter, donc, du coup, est-ce qu'il faut adopter ces styles, les styles populistes qui n'a pas vraiment d'ADN, qui essayent de rattraper du consensus où il peut y en avoir, ou bien il faut être il faut s'exprimer d'une manière complètement opposée à ça. Ça, effectivement, c'est la question. Et moi, j'ai eu la chance pendant ces périples de rencontrer une tentative de s'opposer au discours populiste que j'ai trouvé très, très intéressante. Et je pense que ça a été possible, cette tentative, a été possible
qu'en Italie, en fait, pour des raisons que je vais vous raconter. Alors, pendant la campagne en Emilia-Romagna, Matteo Salvini était persuadé d'aller gagner la région. Et donc, toujours avec un style très, très agressif. Il assurait 11 meetings par jour. Il disait, on va gagner. Voilà, avec un style toujours très agressif. Dans une région historiquement antifasciste, d'ailleurs, parce que il y a une tradition très ancienne. Et un jour, 4 jeunes trentenaires de l'université de Bologne décident, ils en ont marre en fait. Ils sont épuisés par la politique, par la manière de faire de la politique de Salvini. Et ces 4 jeunes colocataires universitaires, donc, ils décident de s'opposer à tout ça, de proposer une alternative. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils écrivent un post sur Facebook à l'occasion de la venue de Matteo Salvini à Bologne. Et ils demandent à tout le monde de se rassembler pour montrer leur opposition à la politique de Salvini. Se rassembler à la Piazza Maggiore, c'est une très belle place de Bologne, la place centrale de Bologne. Et ils appellent au rassemblement 6000 sardines. Ils appellent ça le mouvement, ils appellent des gens à se resserrer comme des sardines contre le pirate Matteo Salvini. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils s'attendent. Ça, c'était avant le Covid, c'est vrai. C'est vrai. Les beaux temps. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ils ne s'attendent pas du tout à ça, mais ils se retrouvent Piazza Maggiore. Je vous invite à y aller un jour, parce que c'est l'une des plus belles places d'Italie. Et elle est complètement remplie de personnes qui ont répondu à l'appel, et ils se retrouvent pour être simplement là et dire « Moi, je n'accepte pas ça. Moi, je suis là simplement debout dans la place, comme ça. » Juste pour dire, je ne suis pas d'accord avec ça. Je veux montrer qu'il y a quelque chose qui peut être fait d'alternatif. Et à partir de ces moments-là, les 4 jeunes arrivent à rassembler à chaque meeting de Matteo Salvini des personnes qui veulent montrer le fait d'être contraire à cette politique. Et donc, les 4 jeunes commencent à diffuser des idées qui sont anti-populistes et d'une manière anti-populiste, au sens qu'ils racontent, par exemple, qu'ils souhaiteraient une politique où les hommes politiques, idéalement, s'expriment que d'un point de vue institutionnel, dans les espaces institutionnels et plus dans les réseaux sociaux, comme c'est le cas, par exemple, de Mario Draghi. C'est l'exemple vivant, en fait, qui a été ensuite, qui est en train de se réaliser, en fait. Et donc, il demande aussi que les offenses sur les réseaux sociaux soient, en fait, réprimandées, en fait, de quelque manière. Comme les offenses dans la vie réelle, c'est-à-dire la violence physique ou verbale que je peux porter contre quelqu'un dans la vie réelle est la même violence que je peux porter contre quelqu'un sur les réseaux sociaux. Et il demande à changer la manière de communiquer, de faire de la politique. Et ces 4 jeunes, ils vont avoir un succès fou au point qu'ils arrivent ils contribuent aux pertes des élections de Salvini en Emilia-Romagna. Pour moi, la rencontre avec ces jeunes a été un moment extrêmement, plein de beauté, en fait. De beauté, enfin, j'ai vu la beauté, en fait, dans les yeux. C'est-à-dire qu'il y avait de la grâce, de l'intelligence, de l'énergie, une envie vraiment d'être là, un engagement des jeunes, et je pense qu'il est possible aujourd'hui aussi en France et dans les autres pays d'avoir un mouvement qui... Alors, ensuite, le mouvement n'est pas devenu un parti, celui de Sardine, mais le fait qu'il soit là, c'est important. Vielen Dank, das ist sehr eindrucksvoll. Arsenio, einmal auch an Sie die Frage,
Die Frage nach dem Programm, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ein bisschen, also die italienische Erfahrung, Salvini ist beschrieben als jemand, für den es eigentlich wurscht ist, wofür er steht, für den es eigentlich egal ist, der kein kohärentes Programm hat. Wenn ich es richtig verstehe, ist es bei Vox was anderes. Encore une fois, ça impliquerait établir une différence entre ce qui est un programme populiste, ce qui est une idéologie populiste, et ce qui est une idéologie nationaliste. Ce qui, pour moi, est encore très compliqué. Vox, dans ce sens-là, n'a pas un programme, absolument pas. Et d'ailleurs, pour rebondir sur le débat, récemment, un article d'un chercheur sur l'extrême droite que j'apprécie beaucoup, français, Nicolas Lebourg, sur Le Monde, disait dans le titulaire que l'extrême droite, c'est pas un programme, c'est une vision du monde. Ensuite, ce week-end, dans le Conseil national de l'association SOS Racisme, dont les militants ont été vilement agressés au meeting d'Éric Zemmour à Villepinte. Il a revenu sur ces mêmes, pardon, sur cette même idée pour dire la gauche c'est un programme, la droite c'est une vision du monde. Et même Xavier Casals, que je citais tout à l'heure, il dit pareil. L'extrême droite ou le populisme de droite est plus orienté vers les valeurs, une certaine vision du monde que sur un programme politique, sur une idéologie plus encadrée. Aber, pardon pour interpeller, aber was genau ist die Vision oder was genau ist die Vorstellung der Welt? Dans les cas des populistes, je peux pas le dire si on assume d'abord qu'il y a un populisme de gauche et un populisme de droite. Ce qui est le cas, il y a une vision, un programme minimum qui est la nation, la patrie, mais interprété d'une manière très différente l'une par rapport à l'autre. Je peux pas dire non plus que la gauche aujourd'hui a un programme, parce que la gauche est aussi très imprégnée de ces élans populistes. On est dans une période où les idéologies ne comptent plus, on ne compte pas autant qu'auparavant. Et même jadis, on peut parler du Parti communiste français qui a été identifié notamment par Pascal Perrineau comme un des premiers partis populistes de gauche en tant que transmetteur de la volonté populaire envers les institutions. Donc c'est compliqué. Et je pense pas qu'il y ait une telle différence blanc et noir, mais ce qui est vrai, à mon avis personnel, c'est que le populisme est en fait un phénomène qui se distingue selon les déclinations de gauche et de droite, mais qui partage une idéologie commune qui est surtout, à mon avis, le nationalisme. Ich möchte da nochmal nachfragen, Giuliano, weil ich glaube, wir sind an einem entscheidenden Punkt. Bleiben wir bei den Rechtspopulisten, Nationalpopulisten, um es nicht zu kompliziert zu machen, dass wir die Linken im Moment, ich glaube, der Zustand der Linken jenseits des Populismus ist mindestens ein eigenes Podium, mindestens eine eigene Podiumsdiskussion wert. Der Rechtspopulismus. Ist der Rechtspopulismus, Rechtsnationalismus rein reaktiv gegen den Liberalismus, gegen die Globalisierung? Oder hat er eine eigene Vorstellung von Zukunft? Écoutez, très franchement, je pense un peu les deux, c'est-à-dire il faut être réaliste. Premièrement, je crois que un des
peu d'avantages de la phase politique que nous vivons ou que nous avons vécu au cours des dernières années, parce qu'après, il y aurait la discussion de savoir aujourd'hui où on en est en Europe. C'était le discours que vous faisiez au début, et je pense que ça vaut la peine d'essayer de s'interroger si on a vécu dans les années 2016, 2019, un pic, hein, d'une fièvre qui est en train de retomber, qui va retomber, ou si c'était simplement une étape de quelque chose qui va revenir. Bon, la réponse est évidemment différente selon les différents contextes nationaux aussi. Mais cela dit, un des avantages de la phase qu'on a vécue, à mon avis, c'est qu'on comprend quand même l'histoire, hein. Si on a grandi comme moi et on a été formé politiquement d'une certaine façon dans les années 80 et 90, on regardait, on étudiait l'histoire des années 20, des années 30 du XXe siècle. Et pour nous, c'était l'histoire de Martiens, hein. C'était quelque chose qu'on pouvait étudier, mais qu'on ne pouvait pas comprendre. C'était quelque chose qui était très très loin de nous. Aujourd'hui, on a, sur la base d'une expérience limitée, mais on voit quand même, on comprend mieux, hein, certains mécanismes, ce qui ne veut pas dire que l'histoire est en train de se répéter, mais on comprend mieux certains instincts, certains mécanismes et tout ça, et c'est pour ça qu'on relit par exemple Hannah Arendt avec un intérêt extraordinaire aujourd'hui, peut-être plus que dans d'autres saisons. Donc, il y a quelque chose quand même de très profond, non, qui est là, hein. Ces mouvements-là ne sont pas un épiphénomène superficiel comme ça, de quelque chose. Et c'est en effet quelque chose de très profond qui a longtemps été sous-estimé. Oui, je pense que effectivement, il y a eu des deux côtés, hein, de la partie du côté de la gauche de gouvernement comme du côté des droites libérales. En réalité, la gauche progressiste et la droite libérale, ce qu'elles avaient en commun, c'était un peu de vouloir dépasser l'ancien monde, hein. Parce que l'ancien monde, les racines, certains sentiments, pour la droite libérale, ça freine le marché, les échanges, la circulation des ressources, de l'argent, etc. Mais pour la gauche progressiste, c'est un monde justement de domination masculine, de racisme, comme ça, et donc à dépasser sous beaucoup d'aspects. Donc et ce sont les mouvements qui ont gouverné nos sociétés pendant les années 80, 90 et début de 2000, même s'ils étaient en conflit en partie en partie, hein, pas tout à fait, mais il y avait une certaine doxa, mais quand même s'ils avaient des idées différentes sur beaucoup de fronts, ils étaient quand même plutôt d'accord sur cette idée qu'il fallait balayer l'ancien monde, hein. Et qu'il y avait que des survivances qui allaient bientôt être dépassées. Alors que, voilà, on a vu que ça, et dans la construction européenne, ça a été très important aussi. Ça, justement, on n'aura pas le temps de discuter de tout, mais vraiment, et je pense que ces mouvements-là ont eu un jeu assez facile
face aux slides en PowerPoint des autorités, des européistes ou des Remainers de Brexit, c'est assez facile comme ça d'animer des sentiments et des passions et de battre quelqu'un qui présente une slide en PowerPoint. Et donc, est-ce qu'ils sont une simple réaction ou est-ce qu'ils ont une vision du futur? Moi, je crains malheureusement qu'ils aient une vision du futur. Hein. Moi, je crains, même si ce futur ressemble beaucoup à quelque chose qu'on a déjà vu. Hein. Mais je pense qu'il faut prendre ça. Il ne faut plus jamais sous-estimer ça, hein, et la profondeur de tout ça, à mon avis. Ja, lassen uns vielleicht, bevor wir dann auch noch die Gelegenheit für Fragen machen, als letzten Punkt die Frage, wo stehen wir mit dem Populismus? Sie haben es angesprochen, wir haben mittlerweile eine gewisse Erfahrungswerte, sozusagen wir konnten es studieren, den Aufstieg, aber eben zum Teil auch das Scheitern von Salvini, jedenfalls vorübergehendes Scheitern. Trump ist abgewählt. Wenn wir das einmal hier auf die aktuelle Situation auch in Frankreich zurückspiegeln, die Wahl vor 5 Jahren hat stattgefunden, kurz nach dem Brexit-Referendum, kurz nach dem Amtsantritt von Trump und war natürlich nicht zuletzt deswegen so aufgeladen mit der Frage, marschiert da jetzt eine bestimmte Richtung durch. In Frankreich selber ist das Szenario jetzt so, jetzt hat man nicht mehr nur Le Pen, sondern man hat auch Zemmour. Also in gewisser Weise ist der Rechtsruck, la Droitisation, weiter fortgeschritten. Das Umfeld aber hat sich verändert, sozusagen. Trump regiert nicht mehr. In Italien ist im Moment Draghi dran. In Deutschland, Sie haben es erwähnt, haben wir eine stabile, oder so stabil weiß ich nicht, aber eine Mitte-Links-Regierung. In Spanien haben wir eine Linksregierung. In skandinavischen Ländern haben wir zum Teil Linksregierungen. Also das heißt, das Umfeld ist längst nicht mehr so, so finster, wenn man das wertend sagt, wie es vor 5 Jahren war. Wie schauen Sie auf die Wahl hier, Anna? Worum geht's? Donc, à propos, on peut parler de la montée d'Éric Zemmour et disons de la naissance de ces mouvements. Là, pour l'instant, les sondages montrent qu'ils sont Marine Le Pen et Éric Zemmour sont à 30% de préférence dans les sondages. Et donc, moi, je pense que, là, on vit une situation une sorte de limbe. C'est-à-dire que c'est comme si tout était suspendu. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, la vie n'a pas encore repris vraiment, en fait. C'est-à-dire, oui, on est en train de vivre des expériences, on continue de vivre, mais on n'est pas encore sorti de la pandémie. Et donc, on a encore les sentiments d'être envoûté dans un nuage où on ne sait pas encore si on peut faire des projets sur le long terme. Donc, je pense que c'est très difficile aujourd'hui de voir sur le long terme les mouvements, la vie des mouvements populistes après. C'est par exemple après le gouvernement Draghi, après parce que là effectivement on a une garantie de stabilité qui est très éphémère parce que c'est-à-dire on va arriver jusqu'aux prochaines élections en Italie par exemple, et par rapport à la suite ce qui est intéressant c'est Qu'est-ce qui est passé dans la tête, dans les psychés des gens pendant ces années, en fait? C'est-à-dire que ce dont on discute très peu, ce sont les effets, et ce ne sont pas que les effets sanitaires. Ce sont les effets dans la vie quotidienne des gens, de ces 2 années passées en confinés,
en coupant, en tentant de respecter la distanciation sociale. C'est qui est un terme, je voudrais vraiment rencontrer la personne qui a inventé ce terme parce que je trouve ce terme quand même assez affreux. La distanciation sociale, utile, évidemment nécessaire, mais quand même ça implique aussi une nouvelle manière d'être au monde en fait. C'est-à-dire que forcément les électeurs après ces 2 ans de pandémie auront vécu dans leur quotidien ou dans leur rapport à la société des expériences qui vont les bouleverser, qui les ont bouleversés ou quand même qui les ont changés en fait. Il y a eu des personnes qui ont eu la chance de continuer de travailler comme avant. Il y en a d'autres qui ont perdu leur emploi et ou qui sont en difficulté. Des jeunes qui n'ont pas pu étudier parce qu'ils n'avaient pas les moyens, ils n'avaient pas d'ordinateur. Il y avait des familles avec 4 enfants qui n'arrivaient pas à gérer, à assurer l'apprentissage. Donc la véritable question est qu'est-ce qui se passe dans le monde des électeurs en fait, comment l'opinion va être prochainement influencée, parce que là maintenant on s'est converti au numérique, enfin même les personnes les plus contraires et réticentes ont dû se convertir au numérique de manière assez violente et rapide, c'est-à-dire ils se sont retrouvés, il y avait des gens qui ne savaient même pas comment démarrer une réunion vidéo, donc ils ont dû l'apprendre rapidement, mais cette révolution qui a été opérée par la pandémie, qu'est-ce que, d'un point de vue politique, va provoquer, en fait? C'est ça, c'est très intéressant. On peut pas faire je pense que c'est compliqué de faire des pronostics maintenant, mais c'est clair. Est-ce que la réponse populiste, ça sera satisfaisante pour ces personnes? La réponse politique populiste sera une bonne réponse pour les problèmes soulevés par la pandémie? C'est ça les véritables tests après, à la sortie de la pandémie. Was hat die Pandemie mit dem Populismus gemacht? Oder was wird die Pandemie mit dem Populismus gemacht haben? Ja, aber in der Tat, da ist man auf dem Feld der Spekulation. Noch einmal die Frage, sofern sie von der Pandemie überhaupt zu trennen ist, wo stehen wir im Moment? Sozusagen mit dem Blick auf den Populismus in Spanien, Arsenio, ist das sozusagen, was ist die Perspektive, was ist die Aussicht für eine Partei wie Vox, aber vielleicht auch, um dann einmal zu den Linkspopulisten den Kreis zu schließen, auch für Podemos? Merci pour cette question, elle est tout à fait pertinente. Il y a 2 choses qui se passent aujourd'hui en Espagne qui ont une dimension qui va au-delà du cadre espagnol. D'un côté, les populismes de gauche en Espagne ont échoué. Depuis l'entrée, je dirais, ou même avant de Podemos dans le gouvernement, où ils se sont alliés à des formations, des anciennes formations plus proches de la gauche classique, comme le Parti socialiste et Izquierda Unida, qui a permis de créer la coalition Unidas Podemos. Le populisme de gauche n'a un avenir clair. La chute de Podemos est une des plus remarquables de l'histoire de la politique espagnole. Donc à voir. Je pense que nous, on se trouve dans une situation qui est pas tout à fait la même que la française, parce que ici, le Parti socialiste n'a pas la même représentation et n'a pas encore déçu son électorat de la façon où le PS ici en France l'a fait. Mais du côté de l'extrême droite, du côté de Vox, est-ce que je commence à voir comme un changement de paradigme le populisme de droite a
à une extrême droite identitaire très revendicatif de tout ce qui est les racines espagnoles, mais aussi chrétiennes, les racines d'une Europe chrétienne, en fait. Et on voit comment, dans les prochains jours, Vox va accueillir à Madrid des représentants des gouvernements de la Pologne, des membres du gouvernement de Viktor Orban, qui ont déjà côtoyé depuis un beau moment, comme Giorgia Meloni aussi, il y a quelques mois. Même, ils sont tentés d'établir des alliances avec des populistes d'extrême droite en Amérique latine, sauf qu'ils sont pas arrivés à avoir les succès qu'ils s'attendaient. Donc, je pense qu'on est dans ce moment-là où la droite identitaire ou la droite radicale est en train d'abandonner les thèses populistes, où la Lega n'a plus les mêmes scores que peut avoir les Fratelli d'Italia, où Marine Le Pen ici est en train de se voir envahi dans son propre espace politique par un Éric Zemmour qui est aussi très qui porte un discours axé sur l'histoire de la France, le revisionnisme historique de la France, il faut le dire, mais quand même. Et c'est le cas des Vox aussi. Donc, on voit comment cette extrême droite est en train d'abandonner les thèses populistes de ni droite ni gauche pour embrasser plus ouvertement une extrême droite, une politique, un programme ou une idéologie d'extrême droite plus fière de se revendiquer de droite. Et ce qu'on voit ici avec les thèses de l'union de la droite menées par Maréchal Le Pen, des anciens du Rassemblement national et des anciens des Républicains autour d'Éric Zemmour. Moi, je pense que c'est ça l'avenir qui nous attend et c'est encore plus inquiétant. Plus inquiétant mit dieser Unruhe. Mit dieser Unruhe gehen wir hier oben jetzt noch nicht ganz raus, sondern wenn Sie mögen, lassen Sie es mich wissen. Wir haben ein Mikro hier vorne. Bitte, vielleicht sagen Sie kurz dazu, wer Sie sind. Ich bin David Khan von Federal Europe. Ich möchte eine Frage stellen. Wäre es nicht sinnvoll, Populisme von populär zu trennen? Populismus ist etwas, was die Demagogie betrifft. Ja, Bouc émissaire, ich weiß nicht, dieser Begriff auf Deutsch, Nationalismus, Sündenbock, ja, genau. Das ist etwas speziell. Populär ist etwas anders. Es ist Kommunikation, ein bisschen Energie, wie Sie haben gesagt. Macron, ein bisschen Energie ist nicht schlecht. Reagan, ich denke nicht, er war ein Populist. So Direktkommunikation mit dem Volk ist meiner Meinung nach nicht populistisch. Danke. Dankeschön. Sie sind angesprochen, glaube ich. Ja. Eine Unterscheidung zwischen populär und populistisch. Non, mais je suis assez d'accord. C'est-à-dire, la dispute des mots autour du terme de populiste est une histoire compliquée. Moi, personnellement, j'ai toujours trouvé un peu malheureux l'emploi du terme populiste lui-même. C'est-à-dire que, justement, vu qu'il est employé en général par ses adversaires, ce qui n'était pas le cas au début du 19e siècle où c'était plutôt un terme positif. Mais bon, aujourd'hui, depuis des années, nous utilisons le terme populiste avec une acception négative
Et c'est surtout les adversaires au début qui ont employé ce terme pour marquer certains mouvements et certains leaders. Et je pense que ça a été stupide parce qu'on a laissé le terme peuple, justement, d'une certaine façon, une dérivation du terme peuple à ces mouvements-là, qui ont pu à leur fois le revendiquer. Et alors que justement la frontière est toujours assez difficile à définir. Je crois que il y a d'ailleurs des politologues, un politologue allemand notamment, comment s'appelle-t-il, Jans Werner Müller, qui a, à mon avis, très bien trouvé la frontière entre ce qui est populaire et ce qui est populiste. Hein. Pour lui, la frontière, elle est là où on prétend avoir la représentation exclusive du peuple, les leaders et les mouvements qui ont la prétention d'avoir une représentation exclusive du peuple, non? Et donc qui ne reconnaissent pas la légitimité d'autres représentants du peuple parce que ce n'est que des traîtres. Hein. Alors ça, c'est le populiste, comme nous le définissons, par rapport au populaire. Effectivement, Reagan n'était pas comme ça, et l'adoption d'un style populaire est d'ailleurs ce que cherchent aujourd'hui beaucoup de partis classiques qui n'arrivent plus à être populaires, parce qu'après, le vrai drame, Anna en parle aussi dans son livre, et c'est un peu la poussée, d'ailleurs, c'est une des causes qui sont à l'origine quand même de ce qui s'est passé, c'est que les partis qui étaient populaires ont cessé d'être populaires. Et aujourd'hui, en Italie, mais pas que en Italie, les partis de la gauche traditionnellement populaires, ce sont les partis des centres-villes riches des villes italiennes, où se concentre la richesse et les vainqueurs de la globalisation. Et c'est comme ça, d'ailleurs, pas que en Italie, c'est comme ça en France, c'est comme ça où Marine Le Pen a fait à Paris, je crois, aux dernières élections, elle a fait à Paris 9% ou quelque chose comme ça. Hein. Donc l'incapacité des vieux partis populaires de continuer de l'être est un peu une des racines du problème. Après, j'ai pas répondu à la question. Enfin, je sais pas. Hein. Il y a une question linguistique aussi. Ja, aber ich glaube, der Hinweis auf Jan Werner Müller ist tatsächlich gut an der Stelle, weil er genau sehr viel mit der Frage sich beschäftigt, sozusagen wenn ich es etwas banalisieren darf und soweit ich es verstanden habe, die Gleichsetzung der eigenen Position mit dem Volk, sozusagen, das ist der Populist. Populär kann ich für diese oder jene Position werben und im Stil kann ich populär argumentieren, aber sozusagen die Gleichsetzung von Volkeswillen mit dem eigenen Willen. Bei Müller steht es genauer und besser. Ich gucke einmal rum. Hinten, jawohl. Bonjour, c'est une question qui a l'air de sortir un peu du cadre, mais est-ce qu'il y a une géographie culinaire des populistes? Je sors un peu du débat, mais c'est pour mieux y revenir. Oui, je m'attendais à ce que vous ayez la réponse. S'il y a une géographie culinaire du populisme, Oui. Alors, si je peux me permettre, il y a un bouquin qui a récemment paru, pardon, un livre, qui a récemment paru en Espagne, qui parle de ces nouveaux nationalismes espagnols. Il a été écrit par un journaliste historien, Pablo Batalla Cueto,
qui est très, enfin c'est un homme très illustré, très cultivé sur la question de l'histoire espagnole, mais aussi des mouvements populaires et populistes. Et il parle notamment de comment la question de la nourriture et des programmes des cuisines surtout ont été repris et ont été imprégnés d'une idéologie nationale, préparer certains plats et pas d'autres plats qui appartiennent à la culture espagnole et aussi populaire. Et c'est le même cas que Fabien Roussel dans ce moment-là, quand il parle de la nourriture française, de la gastronomie française. Il y a bien sûr un appel à la gastronomie d'un côté qu'on peut identifier populiste. Et c'est tout à fait une question très intéressante. Je peux appuyer cette question en disant que j'avais été très surpris il y a quelques années de voir que les Français mangeaient plus de pizza que les Italiens. Oui, Voilà. c'est vrai. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que vous avez... Et je cherche en vain le glacier qui est à Florence, qui fait des glaces panna e cioccolato. Anna, Sie haben genickt bei der Frage. Oui, non, mais c'est une question très intéressante, le lien entre la nourriture et la politique. Et d'ailleurs, les hommes politiques italiens, les populistes italiens ont exploité, notamment Matteo Salvini a exploité la nourriture, mais ce n'est pas une invention de Salvini, parce qu'évidemment, déjà à l'époque de l'Empire romain, le slogan était pane et circense. Donc, c'est-à-dire donner au peuple du pain et des jeux. Donc, évidemment, il y a un lien très strict, très étroit entre la nourriture et la politique. Donc, Matteo Salvini a fait de la nourriture le centre de sa communication pendant, à l'époque juste avant en 2017-2018, disons. Il postait tout le temps des photos de nourriture locale, c'est-à-dire à chaque fois qu'il se rendait dans un endroit, par exemple en Emilia-Romagna, il se montrait en train de... Il montrait des photos d'assiettes très... aujourd'hui, on dirait, avec un terme un peu Instagram, c'est food porn, quelque chose du genre foodiste. Et donc, il montrait ses assiettes de viande ou de pasta pour communiquer le fait qu'il était en train de manger comme tout le monde, de la nourriture locale, donc italienne, qu'il était un bon vivant. Donc, c'est une manière c'est un moyen de communiquer de la politique, évidemment, oui. Absolut, das Fleisch ist politisch heute, mehr denn je, ja klar. Eine Frage drüben. Bonjour, je voulais juste rajouter, comme donner exemple, pour le poids politique de la soupe populaire. La soupe populaire, c'est une invention des national-socialistes à Berlin de 1932, qui est avec du porc pour nourrir les masses de chômeurs. Et donc, on annonce ça, qu'il y a du porc là-dedans pour exclure les juifs. Et ça a été repris par le Parti populaire français en 1943 ici en France, même recette, et c'est repris par Bastion National, pardon ? Bastion social à Strasbourg, en plus avec un peu de rouge là-dedans. Donc, c'était pour exclure les musulmans très conservateurs et les juifs conservateurs, parce que il y a aussi des juifs et des musulmans qui mangent, qui boivent, etc. Mais là, c'est vraiment un marqueur, comme dans le cas de Salvini, pour montrer son positionnement politique. Donc, c'est pas si rare qu'on le pense au premier regard. Hein.
Das ist eine wunderbare Wendung, die unsere Diskussion nimmt, vom Populismus zur politischen Kulinarik. Vielen Dank für die Frage. Es ist tatsächlich eine Frage, die ein reiches Feld aufmacht. Hinten. Bonsoir, oui. Je continue avec les soupes parce que le Front National, à l'époque, proposait des soupes, ou le Rassemblement National proposait des soupes avec du porc pour exclure les musulmans. Wir sammeln für die nächste Diskussion oder für eine Recherche. Ich gucke noch einmal rum. Gibt es noch eine Frage? Ich weiß, ich habe hier einen Bildschirm vor mir, aber sollte sich online jemand beteiligen? Nicht, dass ich jemanden übersehe, aber das wird mir reingespielt, wenn es da wäre. Ja, danke. Oui, peut-être une dernière question. Non, juste mon questionnement par rapport à la situation actuelle dans laquelle on se trouve, notamment en France avec les élections qui arrivent. Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de, quand je dis des hommes politiques au sens large, d'avoir une démarche pédagogique, une démarche pédagogique auprès d'un grand nombre de personnes par rapport à tout ce qu'on dit, ce qu'on a dit, par rapport à cette montée, notamment en France, de l'extrême droite, du populisme, de Zemmour, etc., pour pédagogiquement, mais adressé pas à ceux qui savent déjà, mais toutes ces personnes qui se rendent peut-être la première dans les thèses de Zemmour, pour comment arriver vers eux et avoir une démarche pédagogique pour savoir déjà ce qui s'est passé historiquement. Donc, ce qui voudrait dire qu'il faudrait trouver des réseaux qui soient accessibles à tout le monde et qui soient entendus, quoi. C'est parce qu'on a beau faire des émissions, dans des réunions comme ça où on en parle, etc. Mais c'est les gens déjà convaincus qui viennent. Donc c'est vraiment le problème, quoi. Beaucoup ici, j'imagine, mais voilà. C'est voilà mon questionnement, quoi. La responsabilité politique d'avoir une démarche pédagogique auprès d'un large spectre de la population, notamment les personnes qui rentrent comme ça, de façon des fois complètement sans réfléchir, quoi, en fait, dans ces terribles thèses. Voilà. Ja, vielen Dank. Wie begegnen, wie umgehen mit Eugenio? En fait, c'est une question qu'on se pose assez souvent, et je pense que l'approche n'est pas le plus souhaitable pour faire face à l'extrême droite et faire face au populisme dans son sens plus large, parce que la pédagogie assume que les gens ont tort, que bien sûr, ok, c'est peut-être le cas des votants qui sont victimes de la démagogie, des complotismes qui sont véhiculés par ces partis. Ça, on est bien d'accord. Mais on peut pas convaincre l'extrême droite ou les populistes. Ils sont déjà très convaincus. Donc, et surtout, ça peut rebondir très mal sur notre camp, parce qu'ils vont dire, ah bah tiens, il y a c'est le petit étudiant de Paris 8, dans mon cas par exemple, qui vient me faire la morale. C'est pas une question de morale. Une fois, j'ai discuté avec un jeune qui avait des thèses qui étaient proches Zemmour, etc. Et quand je lui ai parlé autrement, alors est-ce qu'il m'a dit la vérité, ça je ne sais pas. Il m'a dit si, au début je voulais pas parler. Je dis bon, d'accord, je vais pas rentrer dans un truc pas possible. Et il m'a dit si, ça m'intéresse ce que tu dis, tout ça. Donc j'ai commencé à discuter avec lui. Et il me dit, ah oui, moi j'écoute je regarde que la télé, trucs comme ça. Donc, oui, non, mais ça m'intéresse. Bon, voilà, c'est tout. Donc, je me suis dit,
me suis posé. Hein. Je ne sais pas s'il était hypocrite ou vraiment il ne savait rien. Je ne sais pas. Mais c'est une question. C'est vraiment un questionnement. Moi. Est-ce qu'il n'y a pas, voilà, une responsabilité politique à avoir pour, mais je ne sais pas non plus comment, hein, c'est sûr, mais sans que ce soit une morale, c'est pas ça. C'est déjà connaître l'histoire et connaître ce qui s'est passé. Parce que dans les extrêmes droites, il y a les gens qui sont convaincus et qui sont idéologiquement de toute façon dedans. Et puis, il y a peut-être tout un panel de personnes qui par défaut, enfin, qui ne savent pas, enfin, je ne sais pas. Non, carrément, il y a une responsabilité politique. Et ça, dans ce cas-là, ça devrait venir des responsables politiques, pas forcément enrichir le débat public politique et essayer de pas vraiment faire face aux populistes avec des stratégies populistes. Encore une fois, si Mélenchon de nos jours va faire face à Éric Zemmour à la télévision publique, il combat pas exactement l'extrême droite. Ce qu'il est en train de faire, c'est autre chose. Je sais pas qu'est-ce qu'il est en train de faire d'ailleurs, mais c'est pas comme ça. Voilà. Après, oui, bien sûr que, et surtout de la part des associations antiracistes et des collectifs, qui sont plus dans le milieu associatif, il y a un grand investissement dans les écoles où on peut faire des interventions, des ateliers, voilà, pour parler de racisme, pour parler d'intégration sociale. Ça, c'est important. Et ça, c'est pédagogique stricto sensu. Mais l'autre chose, Ja, wie das mit solchen Debatten ist. Am Ende kommen wichtige Fragen, die wieder ganz neue Türen aufmachen. Ich glaube, wir machen trotzdem einen Punkt an der Stelle, von hier oben jedenfalls. Ich bedanke mich von hier aus bei Ihnen. Bleiben Sie noch einen kurzen Moment sitzen, wir haben noch ein Schlusswort. Bedanke mich bei Ihnen, bedanke mich aber vor allen Dingen bei meinen Mitstreitern und Mitstreiterinnen hier oben, Anna, Arsenio und Giuliano. Herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben nicht alle Fragen beantwortet, aber wir haben viele interessante Fragen gestellt und ein paar Antworten haben wir dann doch hoffentlich bekommen. Und nun gucken wir mal, was in Frankreich gewählt wird. Ganz herzlichen Dank und ganz herzlichen Dank von mir aus auch an die beiden Dolmetscher. Vielen Dank. Merci. Deux mots, remercier les intervenants, les réflexions. On est beaucoup plus enrichis qu'à l'arrivée. Et me réjouir que le débat entre les trois pays, après plus de 2 ans, puisse une autre fois revenir. Et on fera des actes pour analyser la politique dans ce petit coin du monde qui est l'Europe, avec la vision de nos 3 maisons, plus les Français qui sont toujours très présents entre nos 4 pays. Merci beaucoup.